Ce matin-là avait commencé avec la lourdeur habituelle d'une routine usée par les années. Il était un peu avant 5 heures. Le monde était encore plongé dans une obscurité d'encre, et le seul réconfort que je pouvais trouver résidait dans la chaleur de mon thermos rempli d'un café noir, trop cuit et amer. Je suis monté dans ma cabine, ce sanctuaire de métal et de cuir qui était devenu ma seconde maison. Tout semblait normal. Le moteur ronronnait, une bête docile prête à avaler les kilomètres. Cependant, lorsque je suis arrivé au bureau de répartition pour récupérer mes feuilles de route, l'ambiance a changé. Mon itinéraire habituel, une ligne droite et sûre que je connaissais par cœur, était barré d'un trait rouge agressif. « Ils font des tirs de mine sur la crête principale », m'a dit le jeune répartiteur. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a pointé un doigt hésitant sur une fine ligne grise dessinée sur la carte. Une route secondaire qui serpentait à travers la forêt comme une cicatrice ancienne. Prends le passage du Val des Ombres. C'est un vieux chemin forestier, mais ça te fera gagner 10 km pour rejoindre la carrière numéro 6. Je l'ai fixé un instant. Le Val des Ombres. Ce nom ne me disait rien de bon, mais je n'étais pas d'humeur à discuter avec un gamin qui avait encore l'air de sortir du lycée. Mon camion était robuste, un modèle puissant avec des essieux renforcés, révisés la semaine précédente. J'ai vérifié mes niveaux, mes chaînes, ma trousse de secours, et je me suis dit que, au pire, je roulerais au pas. Mais dès l'instant où mes pneus ont quitté l'asphalte pour s'engager sur ce chemin de terre battue, mon instinct a hurlé. Ce n'était pas une route, c'était un tunnel végétal. Les arbres n'étaient pas seulement proches, ils étaient oppressants. De grands pins centenaires se penchaient au-dessus du chemin, leurs branches griffant le toit de ma cabine comme des doigts squelettiques cherchant à entrer. Il n'y avait aucune trace de passage récent. Le sol était marqué d'ornières profondes, gelées par le froid mordant de l'aube. J'ai ralenti, passant en vitesse inférieure. Le premier kilomètre fut simplement difficile. Le terrain était accidenté, secouant la cabine violemment. Mais c'est au deuxième kilomètre que la réalité a commencé à se déformer. Ce n'était pas un problème mécanique. Le camion fonctionnait parfaitement. C'était le paysage lui-même. La route semblait onduler, non pas à cause des nids de poules, mais comme si la terre respirait sous le poids de mes roues. Une nausée sourde s'est installée au creux de mon estomac, un mal de mer terrestre. Puis, j'ai vu l'arbre. C'était un bouleau blanc, malade, dont l'écorce se décollait en lambeaux grisâtres. Il avait une forme très spécifique, tordue à la base, comme s'il s'agenouillait devant un gros rocher couvert d'une mousse verte qui ressemblait étrangement à un visage humain. Je l'ai noté distraitement. 10 minutes plus tard, la route a fait une légère courbe et il était là. Le même bouleau, le même rocher, la même mousse en forme de visage. J'ai froncé les sourcils. Déjà vu, ai-je pensé. C'est la fatigue. J'ai continué. 5 minutes plus tard, le paysage s'est répété. Le bouleau malade est apparu dans mes phares pour la 3e fois. Cette fois, j'ai pilé. Le silence qui a suivi l'arrêt du moteur était absolu. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas le moindre bruissement d'insectes. Juste le tic-tac du métal du camion qui refroidissait. Je suis descendu, armé d'un morceau de craie jaune que j'utilisais pour marquer les pneus. Je me suis approché de l'arbre, le cœur battant la chamade, et j'ai tracé une grande croix jaune sur le tronc. Je suis remonté, j'ai verrouillé les portes et j'ai roulé. Mes mains étaient moites sur le volant. Je surveillais le compteur kilométrique, 800 mètres, et soudain, dans le faisceau de mes phares, le bouleau, le rocher. Mais il n'y avait aucune croix jaune. Un froid glacial m'a envahi, bien plus intense que la température extérieure. J'ai essayé d'allumer la radio pour entendre une voix humaine, n'importe quoi. Rien que de la friture, un bruit blanc agressif qui semblait monter et descendre comme une respiration. J'ai regardé mon téléphone. Aucun service. Juste un écran noir,
inutile. C'est alors que le brouillard est arrivé. Il n'est pas tombé du ciel. Il a surgi du sol, comme une vapeur toxique s'échappant de la terre. En quelques secondes, le monde extérieur a disparu. Je ne voyais plus rien au-delà de mon capot. J'avançais à l'aveugle, à moins de 5 km à l'heure, terrifié à l'idée de basculer dans un fossé invisible. Soudain, un bruit net a brisé le silence de l'habitacle. Clic. Je me suis figé. Le son venait de ma droite. J'ai tourné la tête très lentement vers le siège passager. La ceinture de sécurité était bouclée. Je suis seul dans ce camion. Je n'avais pas touché à ce siège depuis des semaines. La sangle était tendue, tirée fermement contre le dossier vide, comme si elle retenait un corps invisible. J'ai fixé le vide, attendant de voir une forme apparaître. Mais il n'y avait rien. Juste cette ceinture tendue sur le néant. Et ma propre ceinture? Elle était détachée. Je n'avais pas pris la peine de la remettre après être descendu marquer l'arbre. La panique a cessé d'être une sensation pour devenir une douleur physique dans ma poitrine. J'ai écrasé la pédale de frein, immobilisant le camion au milieu de nulle part. Tape, tape, tape. Quelqu'un ou quelque chose tapotait doucement sur le toit de la cabine. Un rythme léger, presque joueur. Puis, le bruit s'est déplacé vers l'arrière, vers la remorque. J'ai regardé dans mes rétroviseurs. La caméra de recul s'est allumée toute seule. L'écran grésillait, l'image sautait en noir et blanc. À travers la distorsion, j'ai vu le gravier de mon chargement bouger. Ce n'était pas un glissement dû au mouvement. Le gravier se soulevait, comme si quelque chose d'énorme essayait de sortir de dessous les pierres, ou comme si la remorque elle-même respirait. Soudain, la radio s'est allumée à plein volume. Ce n'était pas de la musique, c'était une voix, c'était ma voix. Mais elle ne disait pas ce que j'étais en train de penser. La voix dans la radio hurlait, déformée par la terreur. « Il est dans la cabine. Il est assis à côté de moi. Ne regarde pas à droite. Ne regarde pas. » J'ai arraché le micro du tableau de bord, brisant le câble. Le silence est retombé, lourd, étouffant. La lumière du plafonnier a clignoté une fois, 2 fois, puis s'est éteinte, me plongeant dans le noir complet avec pour seule compagnie la lueur verdâtre du tableau de bord et cette ceinture de sécurité bouclée sur le siège vide à côté de moi. Je n'en pouvais plus. J'ai fermé les yeux et j'ai accéléré. J'ai enfoncé l'accélérateur au plancher, hurlant pour couvrir le bruit de mon propre cœur. Le camion a bondi, secoué violemment par le terrain invisible. Je ne savais pas si j'allais percuter un arbre ou tomber dans un ravin, mais je devais fuir cet endroit hors du temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai roulé ainsi, les yeux mi-clos, priant pour que ça s'arrête. Peut-être 1 minute, peut-être 1 heure. Brutalement, le brouillard s'est déchiré. La lumière grise du matin a inondé la cabine. J'ai vu du gravier, des machines jaunes, des hommes en casque. J'étais arrivé à la carrière. J'ai freiné si fort que j'ai laissé des traces de gomme sur 50 mètres. J'ai sauté hors du camion avant même que le moteur ne soit complètement arrêté. Je suis tombé à genoux sur la terre ferme, aspirant l'air froid à plein poumon. Un contremaître a couru vers moi, l'air inquiet, me demandant si j'avais eu un accident. Je ne pouvais pas parler. Je me suis contenté de pointer mon camion du doigt, tremblant de tout mon corps. Je me suis forcé à me lever et à faire le tour jusqu'à l'arrière de la benne. Le chargement de gravier semblait intact, sauf à un endroit. En plein centre du tas de pierres, il y avait un creux parfait, comme un nid. Et au fond de ce creux, imprimé dans la poussière fine de pierre qui recouvrait l'acier de la benne, il y avait une trace. Ce n'était pas une griffe, ce n'était pas un monstre, c'était l'empreinte d'une main humaine, une toute petite main. Une main d'enfant, paume ouverte vers le ciel, comme pour demander de l'aide. Le lendemain, je suis retourné au dépôt pour rendre mes clés. J'ai croisé un répartiteur plus âgé, un vétéran. Je lui ai demandé
la voix encore brisée, des informations sur le chemin du Val des Ombres. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, le visage blême. Le Val des Ombres, ce chemin a été emporté par un glissement de terrain en 1988. Il n'existe plus. C'est une forêt dense maintenant. Personne n'y a mis les pieds depuis 30 ans. Je n'ai jamais repris le volant d'un camion. Aujourd'hui encore, quand je suis passager dans une voiture et que j'entends le clic d'une ceinture de sécurité, je ferme les yeux et je revois cette route qui n'existait pas et cette petite main imprimée dans la poussière. Ce devait n'être qu'un trajet de routine, une ligne droite monotone à travers les collines de Val-Sombre pour récupérer un chargement de matériel industriel. C'est le genre de route nocturne que j'ai parcouru tant de fois que mes mains connaissent chaque virage avant même que mes yeux ne les voient. Mais cette nuit-là, l'air avait une densité différente. C'était comme si l'obscurité ne se contentait pas d'entourer le camion, mais essayait de s'y infiltrer. Je me souviens être parti tard, aux alentours de 22 heures. Le silence était absolu. Pas seulement à l'extérieur, mais ce genre de silence lourd qui s'installe dans la cabine avec vous. Une présence invisible. J'avais laissé la radio CB allumée, non pas parce que quelqu'un parlait, les ondes étaient mortes, mais pour que le grésillement statique me rappelle que je n'étais pas le dernier homme sur Terre. Je conduisais depuis environ 40 minutes, là où la route commence à s'enfoncer comme un tunnel sous des arbres centenaires si serrés qu'ils effacent le ciel. C'est là que je l'ai vu. Il était juste là, debout sur le bas-côté gravillonné. Un autostoppeur. Il ne ressemblait pas à un vagabond, mais plutôt à un étudiant, peut-être 19 ou 20 ans. Il était grand, le dos voûté, comme écrasé par le poids des kilomètres qu'il avait parcourus avec ce sac à dos noir qui pendait mollement à ses épaules. Il portait un sweat à capuche gris, la tête baissée. Je ne pouvais pas voir son visage. Il ne bougeait pas. Pas de signe de la main, pas de sourire, juste ce pouce tendu, immobile, comme s'il m'attendait, moi, spécifiquement. En temps normal, je ne m'arrête jamais. Pas dans ce coin isolé. C'est la règle d'or. Mais il existe un code tacite entre ceux qui roulent la nuit. Si vous voyez une âme en peine au milieu de nulle part, vous ne l'abandonnez pas, à moins que votre instinct ne hurle le danger. Et lui, il n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air épuisé, peut-être frigorifié. J'ai ralenti, laissant les freins pneumatiques soupirer, et j'ai immobilisé le camion pour que ma porte passager soit à sa hauteur. Je me suis penché pour déverrouiller. « Vous êtes en panne ?» ai-je demandé à travers la vitre entr'ouverte. Il a fait un simple signe de tête. Une voix douce, sans accent, presque mécanique, a répondu « Je dois aller vers le nord. » Il est monté. Il a bouclé sa ceinture de sécurité avec un automatisme déconcertant, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Et n'a plus prononcé un seul mot. Nous avons repris la route. Il restait silencieux, le regard fixé droit devant, les mains enfouies dans les poches de son sweat. De temps en temps, je jetais un coup d'œil vers lui, essayant de discerner ses traits, mais les ombres de l'habitacle semblaient coller à son visage. C'était comme si la lumière refusait de le toucher. Nous avons roulé ainsi pendant environ 30 kilomètres. Une longue étendue de rien, juste l'asphalte, les pins et le ronronnement hypnotique des pneus. Une sensation de malaise grandissait dans mon estomac, une nausée froide. J'ai tourné la tête pour lui demander s'il avait soif. Le siège était vide, juste vide. La porte était toujours fermée. Aucun bruit de vent, aucun mouvement, aucun changement de pression dans l'air. J'ai écrasé la pédale de frein si fort que j'ai senti la remorque chasser derrière moi. Le camion s'est arrêté en hurlant sur le bitume. J'ai attrapé ma lampe torche, le cœur battant à tout rompre dans mes tempes, et j'ai fait le tour du camion. J'ai inspecté chaque centimètre de la remorque, le fossé, les bois environnants. Rien.
Pas une trace de pas dans la boue. Rien. En remontant dans la cabine, la réalité m'a frappé avec la violence d'un poing. La ceinture de sécurité du passager était toujours bouclée. Elle pendait là, formant une boucle vide, gardant la forme d'un corps qui n'était plus là. Comme si quelqu'un d'invisible était encore assis. Je suis resté figé sur mon siège jusqu'à l'aube, incapable de conduire, incapable de penser. Finalement, j'ai redémarré et je me suis arrêté à un relais routier près de Villebrumeuse. J'ai commandé un café noir et je l'ai laissé refroidir en fixant le parking, me demandant si je devenais fou. Je n'en ai parlé à personne. La nuit suivante, le répartiteur a changé mon itinéraire. La livraison initiale avait été annulée et je devais descendre au sud pour un ramassage dans une zone industrielle différente. Nouvel horaire, nouvelle route. Je me suis dit que ça m'aiderait à remettre mes idées en place. Je roulais doucement sur les lacets de la route de montagne. Et puis, vers 2 heures du matin, juste avant le col, je l'ai vu. Quelqu'un marchait sur le bas-côté opposé. Même sweat à capuche gris, même sac à dos noir, même démarche traînante. Cette fois, il n'a pas levé le pouce. Alors que mes phares balayaient sa silhouette, il a tourné la tête et m'a fixé pendant que je passais. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas dormi non plus cette nuit-là. J'ai fini par me garer sur le parking d'une église, verrouillant toutes les portes, attendant que le soleil chasse les ombres. La 3e nuit, j'ai essayé de me convaincre que c'était le stress. La fatigue créait des fantômes, n'est-ce pas? J'ai pris une mission vers l'Est, essayant de revenir vers la civilisation. Je me suis dit, reste sur ta voie, continue d'avancer, tout ira bien. Mais il était là. Il m'attendait au milieu de la route, immobile, les bras le long du corps, pile sur ma trajectoire. Je n'ai pas donné un coup de volant, je n'ai pas freiné, j'ai juste allumé les pleins phares. C'est là que j'ai vu son visage. Ce n'était pas un visage normal. Sa mâchoire semblait désarticulée, affaissée sur le côté comme si elle avait été brisée et jamais soignée. Sa bouche s'ouvrait et se fermait lentement, comme un poisson hors de l'eau, essayant de hurler, mais aucun son ne sortait. Ses yeux étaient 2 puits noirs sans fond. Je n'ai pas scié. J'ai serré le volant jusqu'à m'en faire mal aux jointures et j'ai traversé l'apparition. Il n'y a eu aucun choc, aucun bruit sourd, rien dans le rétroviseur, juste la route vide qui s'étirait derrière moi. Je me suis arrêté dans un petit village et je n'ai pas bougé pendant 2 jours. J'ai prétexté une intoxication alimentaire auprès de mon employeur. Je restais enfermé dans ma cabine, les rideaux tirés, sursautant au moindre bruit. Puis, une notification est arrivée sur ma tablette de bord. Signalement, remorque abandonnée sur la départementale 40. Récupération demandée si vous êtes dans le secteur. Mes mains se sont engourdies. La départementale 40 traversait exactement la zone où je l'avais vue pour la première fois. Mais j'avais besoin de travailler. Les factures se moquent des fantômes. Alors, j'y suis allé. La remorque était là, exactement comme indiqué. Une vieille unité frigorifique rouillée, posée de travers sur un terrain vague, entourée de broussailles. Il n'y avait pas de tracteur pour la tirer. Une des portes arrière bâillait, ouverte. L'intérieur était pire que ce que j'imaginais. Une odeur rance métallique m'a sauté au visage. Sur le sol, un vieux matelas était tordu, taché, sa forme affaissée comme si quelqu'un y avait vécu ou y était mort pendant longtemps. Il y avait une glacière renversée, des serviettes noircies par la crasse. C'était un taudis sur roue. Mais c'est au fond, à moitié enseveli sous un tas d'isolants déchirés, que j'ai vu l'objet qui a glacé mon sang. Une plaque d'immatriculation. Je me suis approché, la lumière de ma lampe tremblant dans ma main. C'était la même région, les mêmes lettres, les mêmes chiffres. C'était ma plaque d'immatriculation. J'ai couru vers mon camion,
le souffle court, trébuchant dans l'herbe haute. J'ai fait le tour de mon véhicule. Ma plaque était absente, disparue. Je me suis jeté dans la cabine, j'ai verrouillé les portes et j'ai attrapé la barre de fer que je garde sous le siège. Je suis resté là, recroquevillé, jusqu'au matin. Soudain, le camion a oscillé. Une fois, puis deux. Comme si quelque chose de lourd venait de grimper sur le marchepied ou de bouger à l'arrière. J'ai vérifié les rétroviseurs frénétiquement. Rien. Mais quand j'ai tourné la tête à droite, la porte passager était grande ouverte. La ceinture de sécurité pendait, toujours bouclée, se balançant doucement dans la brise matinale. J'ai démarré le moteur en hurlant presque, laissant cette maudite remorque là où elle était. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai roulé vers le nord jusqu'au dépôt principal. J'ai laissé le camion au milieu de la cour, sans même parler aux responsables, et j'ai pris le premier bus pour rentrer chez moi. J'ai vendu le camion la semaine suivante. C'était fini. J'ai 47 ans aujourd'hui. Je fais maintenant des petits trajets locaux, transportant de la ferraille ou du vieux matériel agricole. Rien de stressant. Mais l'autre jour, j'ai accepté une mission bizarre. Un simple dossier cartonné, usé, avec presque rien à l'intérieur. Juste un bon de livraison et un nom griffonné en bas à l'encre bleue, presque illisible, Guillaume. Pas d'adresse précise, juste fin du chemin des perdus, une voie sans issue dans une vallée reculée. J'ai demandé des précisions. Le répartiteur a juste haussé les épaules en disant que le client m'attendrait là-bas. J'aurais dû refuser. Mais ça payait en liquide et d'avance. J'ai supposé que c'était juste une autre opération qui voulait éviter les taxes. Alors, j'ai pris la route. Mon itinéraire coupé par l'est, serpentant à travers d'anciennes zones minières où la moitié des maisons ont les fenêtres placardées. Plus j'avançais, plus le brouillard s'épaississait. Et soudain, au détour d'un virage serré, mes phares ont illuminé quelque chose sur le bord de la route. Un sac à dos noir, posé par terre, et juste à côté, une silhouette familière, le dos voûté, le pouce levé. Je n'ai pas arrêté mon camion cette fois, mais alors que je passais à sa hauteur, j'ai vu qu'il tenait un panneau en carton. Il n'y avait pas de destination écrite dessus, juste mon prénom, écrit à l'encre bleue. Je conduis encore à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si je vais arriver à destination et honnêtement, je ne suis même plus sûr de vouloir m'arrêter. Je roulais depuis ce qui me semblait être une éternité, seul, enveloppé par la nuit. La route s'étendait devant moi comme une cicatrice sombre, avalant mes phares un peu plus à chaque kilomètre. Le moteur ronronnait d'un son régulier, presque hypnotique, et ce bruit était devenu mon unique compagnon. Sans lui, le silence aurait été insupportable. Il n'y avait rien autour, pas de maison, pas de lumière lointaine. Seulement des étendues noires, plates, immobiles, et un ciel pâle où la lune semblait fatiguée, comme si elle aussi voulait détourner le regard de cet endroit. Je conduisais seul. J'aimais d'ordinaire cette solitude. Elle me donnait l'impression de maîtriser le monde, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd. Chaque ombre paraissait trop dense, trop consciente. La radio grésillait doucement. Des voix lointaines allaient et venaient, déformées, sans visage. Des conversations banales, presque rassurantes. Cela me rappelait que je n'étais pas complètement coupé du reste de l'humanité. Puis une voix s'est imposée. Claire. Trop claire. Allô? Le camion sombre à la remorque claire. Tu m'entends? Mes doigts se sont crispés sur le volant. Il était rare que quelqu'un m'interpelle directement, encore plus en utilisant une description aussi précise. J'ai hésité avant de répondre. Oui, je t'écoute. Un silence s'est installé, long, inconfortable. Puis un souffle, suivi d'un rire discret, presque intime. Je t'ai vu tout à l'heure. Tu conduis bien. Tu dois être fatigué. Mon cœur a raté un battement.
Je ne me souvenais pas avoir croisé qui que ce soit. Je me suis efforcé de garder un ton neutre. « Tu te trompes sûrement ?» ?»« Non, » répondit-il doucement. « Je ne me trompe jamais. » Une sensation glaciale s'est répandue dans mon dos. Comment pouvait-il savoir? Où m'avait-il observé? J'ai baissé le volume de la radio, espérant mettre fin à cet échange étrange. Mais quelques instants plus tard, la voix est revenue, plus basse, plus proche, comme si elle murmurait directement à mon oreille. « Tu voyages seul, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu. « La route est immense, » poursuivit-il. « Et la nuit, elle avale facilement les gens solitaires. J'ai regardé mes rétroviseurs. Derrière moi, seulement le noir. Pourtant, j'avais cette sensation persistante d'être suivi, épié, comme si quelque chose se mouvait juste hors de mon champ de vision. J'ai accéléré légèrement. Mon souffle était court. Mon esprit cherchait une explication rationnelle. Mais mon corps, lui, savait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Soudain, des phares sont apparus derrière moi. Faibles d'abord, puis insistants, trop proches. Ils clignotaient d'une manière irrégulière, presque nerveuse. La radio s'est rallumée. « Je suis là », a dit la voix. « Tu me vois maintenant ?» Ma gorge s'est serrée. Le véhicule est resté derrière moi, à une distance inquiétante, imitant chacun de mes mouvements. J'avais l'impression d'être prise dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Chaque pensée devenait lourde. Et si je m'arrêtais? Et si je continuais? Chaque option semblait mener au même sentiment d'étouffement. Au loin, une zone éclairée est apparue. Quelques lampes, une présence humaine possible, un refuge. J'ai dirigé le véhicule vers cette lumière comme on se jette vers une bouée en pleine mer. Quand je me suis arrêté, mes mains tremblaient violemment. J'ai verrouillé les portes. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans tout l'habitacle. Le véhicule sombre s'est immobilisé à distance. Une silhouette est descendue, grande, calme, trop calme. Il n'a pas crié, il n'a pas couru. Il s'est simplement tenu là, immobile, comme s'il savourait le moment. « Descends », a-t-il dit calmement. « Parlons. » Chaque cellule de mon corps hurlait de rester là, enfermé, invisible. J'ai composé un appel d'urgence, ma voix tremblante décrivant la situation sans quitter la silhouette des yeux. Puis, comme un miracle, un autre moteur s'est fait entendre. Une autre présence. Une voix étrangère a brisé le silence. La silhouette a reculé, lentement, sans se presser, comme si elle savait qu'elle n'avait pas perdu. Pas vraiment. Elle est repartie sans un mot. Je suis resté là longtemps après, incapable de bouger, le regard fixé sur la route vide. Même lorsque l'aide est arrivée, mon corps refusait de se détendre. Depuis cette nuit, je conduis toujours, mais je ne laisse plus jamais la radio ouverte trop longtemps. Et surtout, j'écoute mon instinct, parce que certaines routes ne sont pas seulement désertes, elles observent, et parfois, elles répondent.